Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, frère. Comment ça va? Oui, ça va très bien, cher frère. Chez toi-même? Oui, je vais bien. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Je dis bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, c'est jeudi. La voix du militant. Et comme je le disais tantôt, j'avais décidé de ne plus parler les jeudis et laisser la place à certaines personnes, à certains élèves de la classe pour parler. Compte tenu de la situation que nous vivons, appeler encore à nous prononcer sur l'actualité socio-politique qui prévaut en ce moment. Pour commencer, je salue tous les élèves de la classe, sans exception. Et je dis merci beaucoup à Abdoul pour son intervention. Je dis aussi merci beaucoup au Cyclone pour la qualité de ses interventions. Et je dis aussi merci beaucoup à l'auditeur qui a précédé Abdoul. Je lui dis merci. Et je dis bonsoir à Boubacar Traoré, Bamoussa Kanté, Kaltouma Kamara, Abdoul Hafiz Kiwa, merci beaucoup. Et je suis plein toi-même. Abdoul Chabal Delmas, Kafou Bamba, Alexandre Aoussou et le grain de Yam Sokro, je vous dis bonsoir et merci beaucoup pour votre abnégation. Et Traoré Bass, merci. Et je salue le tout-puissant Jean-Pierre Koudou et je lui dis merci beaucoup. Et moi, je vais particulièrement lui dire merci pour tous les efforts qu'il entreprend en faveur de la plateforme Éclaireur Pro Vérité. À la vérité, Jean-Pierre Koudou est une personne loyale et depuis que nous avons commencé et depuis qu'il a découvert la plateforme Éclaireur Pro Vérité, il ne cesse de mener des actions et à encourager les uns et les autres à faire davantage et être assidus comme lui. En tout cas, cher frère, moi j'aimerais te dire merci beaucoup pour ta franche collaboration. Et j'ai même vu une de tes publications aujourd'hui où tu appelais, tu lançais un appel à certaines personnes et ceux qui ne connaissent pas encore ce qu'on appelle la plateforme Éclaireur Pro Vérité, de venir s'abonner à la plateforme afin de ne plus rien manquer quant à l'actualité. Vraiment, cher frère, moi je suis une personne très sincère et tout ce que je vous dis, je le dis de façon sincère et sans état d'âme et sans hypocrisie. Et merci beaucoup, Jean-Pierre Koudou. En tout cas, on ne finira jamais de te dire merci pour tout le boulot que tu as fait. Merci et merci encore. Et je dis bonsoir à Lebron Da et bonsoir à Karas Ouattara et bonsoir aussi à Amso le terrain. Tu es sûr que tu es serein? D'accord, si tu dis que tu es serein, nous on te croit et merci beaucoup parce que ton nom, c'est un vrai nom. Merci beaucoup. Et en tout cas, tu es serein comme éclaireur. Merci beaucoup. Et Mariam Koulibaly, le plus soroïste des soroïstes, l'amerteur au travail, celui-là même qui ne manque aucun direct de l'éclaireur, tant bien même que c'est un supporter de Soro. Mais votre stratégie là, nous on la connaît. Hein? Nous on la connaît. Ok, merci beaucoup à Amerteur au travail. Ici, on ne crie pas. Tant que la personne n'insulte pas, la personne ne violente pas, tout le monde est la bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Merci Amerteur. Je dis merci beaucoup au frère Kevin Kwasi, Koné Diesel, et Olivier Amiral, notre mère Aline Bakayoko,
Et je dis bonsoir à ma très chère fille Alimata Dos. Merci beaucoup, chère fille. Et Yaya Traoré, merci. Et je dis aussi bonsoir à Koné Gisèle et Mamadou Djabi. Et je dis bonsoir à mon frère, mon charmant frère, un vrai frère. Et je salue Yann Koulou, merci beaucoup, cher frère. Et notre mère Karidja Justine, et je dis bonsoir au frère Polossi Koné, et Massade Tiwaï, merci. Et merci beaucoup à Pinel Sidibé. Merci, cher frère. Merci d'être là. Et merci, en tout cas, à Yoli Dia. Et merci beaucoup à Selim Peugeot, à Zana Bamba, à Youssouf Fané. Et je dis bonsoir à toutes ces personnes qui sont du côté de YouTube. Merci beaucoup. Et Oumar Vieux Koulibaly, merci. Merci à Jabi Mustafa. Et merci beaucoup à tout le monde. Ouattara S. Amadou. Et merci beaucoup à toi. Et Doumbia Ousmane. Et je salue aussi très chaleureusement mon frère Patroma Ouattara. Merci beaucoup pour tout ton travail. On voit beaucoup ton travail. Merci beaucoup, cher frère. Et là, Savané, je te dis bonsoir. Et je dis aussi bonsoir à Ladi Lavetous Meïté. Et ça, c'est un de mes petits-fils. Merci beaucoup, petit-fils. Et Tijan Ouattara, merci beaucoup à tout le monde. Et merci. Et je salue en tout cas toutes les bonnes personnes. Je vais parler de nos mères, nos pères, tout le monde. Et je salue particulièrement le parrain Maris Koudou. Et éclairer aujourd'hui, moi je vais dire aux militants de faire confiance au président et de suivre très attentivement toutes les actions que le président pose. Et si on suit bien le président, je pense qu'on va comprendre beaucoup de choses. Et bien avant, il y a Cissé Bakongo qui a été nommé secrétaire exécutif du RIDP et nous lui disons félicitations pour cette nomination. Et il le mérite amplement ce poste. Et nous, on croit qu'il sera à la hauteur du poste qui lui a été confié. Et nous sommes là et tous les militants vont l'accompagner dans ses nouvelles fonctions qu'il occupe déjà au RIDP. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais trahi depuis qu'il s'est engagé avec le président. Il est toujours resté constant. Vous n'allez jamais entendre que Tissé Pakongo a se constitué comme une siglace, comme certains l'ont fait. Et je pense que c'est le couronnement d'une longue lutte. Il a été aux côtés du président dans tous les feux. Et merci beaucoup, cher cadre, et tu le mérites amplement. Mais tout ce que nous souhaitons, il faut que vous soyez à l'écoute des militants. Et nous, on sait, vous avez été toujours là à l'écoute des militants. Mais prenez encore, vu la situation que nous vivons, aujourd'hui, il y a beaucoup de grogne dans la base. Et même ces élections qui se sont passées, ces élections-là n'ont pas véritablement, comment on appelle, estompé la grogne. Il y a encore des grognes, mais on pense que ça va diminuer. Mais prenez votre bâton de pèlerin et puis essayez d'aider le président du territoire pour donner un autre souffle au RIDP. Et nous savons que vous pouvez le faire. Donc je tenais à donner cette information et je dis merci beaucoup au président qui a eu confiance à Tissé Pakongo. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous faisons face à une situation, je peux même la qualifier comme un complot international. Je sais de quoi je parle et suivez mon regard. Aujourd'hui, depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir et qu'il a mis les carences de cette opposition-là à nu, et tout le monde aujourd'hui dans l'opinion, on voit les carences de ces opposants-là. Et depuis lors,
ils ont commencé à entreprendre des actions pour pouvoir renverser le président Alassane Ouattara. Et comme ils n'ont jamais su trouver la solution pour renverser le président, alors il faut chercher encore d'autres moyens plus coriaces que leur méthode archaïque là qu'ils ont utilisée pour essayer de renverser le président. Alors, et tout le monde le sait, que leur pion essentiel était Guillaume Soro. Et c'est sur Guillaume Soro, ils ont toujours misé pour pouvoir renverser le président, puisque Guillaume Soro leur a totalement donné l'assurance et qu'ils pouvaient compter sur lui, Guillaume Soro, parce que, ayant vécu avec le président Alassane Ouattara, et qu'il connaissait très bien le président, et que lui sait comment il allait faire pour le renverser. Mais ce que Guillaume Soro a oublié, c'est que tu peux connaître une personne et penser que tu connais tout de cette personne, mais tu n'es pas Dieu. Et aujourd'hui, les choses sont tellement claires qu'ils ont échoué sur toute la ligne pour renverser le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Il faut chercher des alliés à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour venir renverser le président. Et le complot qui est sur le président, ce n'est pas seulement qu'un complot interne, mais le complot aussi, il s'est étendu à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec cette prise d'otage de nos soldats. Et rien que pour faire chanter le président et comme on appelle, l'humilier et le faire fléchir de sa position et ensuite le faire chuter du pouvoir. Voilà la méthode qui a été mise en place. Mais Soro Guillaume n'est pas le seul. Moi, je vous ai toujours dit ici que, mais quand on regarde la situation, mais il y a beaucoup de présidents aussi qui sont dedans. Ça, il faut dire ça aux militants. Moi, je ne connais pas personnellement le nom de ces présidents-là, mais je dis qu'il y a beaucoup de présidents qui sont à la manœuvre pour essayer de renverser le président. Parce qu'aujourd'hui, regardez la place de la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. Chose même qui n'était même plus envisageable depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire était presque terrienne sur tous les plans. À part que notre café cacao, où on engrangeait, on gardait toujours la première place et la troisième place pour le cacao. À part ça, la Côte d'Ivoire avait pratiquement chuté dans tous les domaines. Mais quand le président vient, et puis il rehausse l'image de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il a dépassé ces pays puissants d'Afrique qui malmenaient, en tout cas qui caracolaient à la tête des pays les plus puissants. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a damé le pion sur beaucoup de ces pays-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une complicité interne avec nos opposants et renverser le président. Et après avoir fini de renverser le président, la Côte d'Ivoire va retomber dans sa même position et les autres pays-là vont être à la tête de la Côte d'Ivoire et prendre la tête de la diplomatie africaine. Et voilà ce qui se passe. Mais quand nous avons parlé de Soro Guillaume ici, mais les gens même pensaient qu'à un moment donné, nous on en faisait trop. Mais nous on le faisait en connaissance de cause. Parce que connaissant l'homme, c'est quelqu'un qui n'aime pas être rabaissé et c'est quelqu'un aussi qui ne peut pas rester derrière. Il faut que lui soit toujours à la tête et manipuler les autres. Voilà la stratégie de Soro Guillaume. Aujourd'hui, il ne digère pas le fait qu'il soit resté en France, mais tout compte fait, personne ne l'a obligé à rester en France. Et tous les exilés sont rentrés. Et Soro Guillaume a choisi de son propre chef de rester en France. Et il sait que si lui rentre en Côte d'Ivoire, il ne pourra plus faire ces manœuvres-là pour renverser le président. À l'extérieur, il a le temps de pouvoir mener ses actions pour renverser le président. Et Éclaireur a dit quelque chose de très important. Mais nous, on savait que Soro Guillaume était au Mali depuis un certain temps. Le voyage de Blucherim Galère n'avait que pour objectif d'aller rencontrer Soro Guillaume et puis assigner avec les membres de la jeune pour, comme on appelle, analyser la situation et puis adapter les plans, comme on appelle, à la situation. Et puis essayer de voir encore d'autres stratégies.
Voilà c'est pourquoi Priscilla Galé était parti. Mais les autorités le savent très bien. Si vous voyez Priscilla Galé parle jusqu'à présent et personne ne lui parle, ne pensez pas que c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, mais les gens laissent Priscilla Galé en connaissance de cause. Laissez Priscilla Galé faire ses conférences de presse. Ne vous occupez pas de Priscilla Galé. Les autorités savent très bien toutes les actions qu'elle mène. Et elle-même, elle le sait très bien. Et on n'a pas de problème. Priscilla Galé peut continuer. Et Soro Guillaume peut continuer avec ses manœuvres. Et nous, on est là. Le moment venu, le point sera fait. Priscilla Galé, aujourd'hui, est le cheval de Troie de l'opposition. L'opposition ne peut plus rien faire en Côte d'Ivoire. Je vous le dis honnêtement, l'opposition ne peut plus rien faire en Côte d'Ivoire. Priscilla Galé, mais pourquoi les gens pensent que c'est une militante des droits de l'homme? Elle n'est pas une militante des droits de l'homme. Il faut que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Priscilla Galé est une militante politique. FPI, GPS. Et elle aujourd'hui, comme on appelle, elle flotte entre ces partis. Donc quand vous regardez ces actions, mais c'est une complicité avec l'opposition. D'abord, mais elle-même là, elle est militante de l'opposition. Donc vous voyez, mais pour elle là, pour cacher les choses, elle va se mettre derrière, comme on appelle, une soi-disant société civile. Parce que ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire et qui sont hors de la Côte d'Ivoire, effectivement, c'est ce que ces personnes-là voient. Ces personnes-là ne la voient pas comme comme on appelle, une militante d'un parti politique. C'est son organisation-là qu'elle a mis devant pour berner les gens. Et à l'extérieur, c'est comme ça, elle est vue. Mais en Côte d'Ivoire, les gens savent. Mais est-ce que c'est elle seule qui s'en va au Mali là-bas? Mais pourquoi elle vient, on l'envoie pour aller l'interroger? Elle sait. Elle sait. Il y a beaucoup de choses qu'elle entreprend avec Soro Guillaume. Et la réunion qui a eu lieu là-bas, moi je ne rentre pas dans les détails. Mais tout le monde le sait. Le Soro a donné le nom de l'hôtel. Hôtel Nord-Sud. Soro Guillaume était là-bas, c'est là-bas, elle était logée. Aujourd'hui, il est un passeport malien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est Soro Guillaume qui manipule la jeune à sa guise. Et toutes les actions que vous voyez, mais ce sont des actions coordonnées. Il y a beaucoup de personnes qui sont dedans aujourd'hui, qui font l'hypocrisie avec le président, mais le président le connaît. Puisqu'il y a longtemps, le président il est dans la haute diplomatie. Le président ne fait pas la diplomatie des bas étages. Il faut que vous le sachiez. Le président, il a toujours calculé tout ce qu'il doit faire. Et au moment où nous-mêmes nous sommes en train de parler, lui connaît déjà le résultat. Et Claire le soulignait tantôt. Mais nous sommes des militants. Nous avons raison d'accompagner le président, en tout cas dans nos actions. Et c'est ce que nous faisons. Et donc, encore au Mali, aujourd'hui, quand vous voyez la situation, Choguel Maïga, aujourd'hui, qui est très mal en point, contrairement aux déclarations, comme on appelle, à la propagande mensongère, qui aujourd'hui la panacée au Mali, nous fait croire que Choguel Maïga, étant qu'il a travaillé 14 mois ou encore combien d'années, sans relâche, et qu'il avait besoin de repos, voilà pourquoi ils l'ont mis au repos forcé. Mais moi, je vous le dis honnêtement, Choguel Maïga a piqué une crise, un AVC. Aujourd'hui, il se retrouve où? Sa femme est en train de manœuvrer. Je pense qu'il est déjà en Turquie pour des soins intensifs. Mais il a été même remplacé par Sadio Kamara, qui assure aujourd'hui l'intérim de Premier ministre à la place de Choguel Maïga. Ça veut dire quoi? Mais pourquoi les gens pensent que quand on fait toujours dans la propagande, dans le mensonge, ça ne va jamais sortir. Mais le mensonge court plus vite. Mais la vérité finit par rattraper le mensonge. Aujourd'hui, si vous voyez, au niveau de la toile, quand je prends au niveau du Mali, mais les cyberactivistes qui s'étaient payés à coups de millions pour polir l'image de la transition et de salir davantage l'image du président et de faire croire à l'opinion internationale
que nos vaillants militants qui ont été arrêtés au Mali étaient bel et bien des mercenaires et qu'il ne s'agissait même pas des militaires ivoiriens. Et vous voyez, et donc c'est ce qu'ils ont toujours fait. Et ils sont payés à coups de millions. Aujourd'hui, vous-même, vous avez vu. Regardez un peu l'actualité de ces derniers temps. Et ces cyberactivistes, ils ont cassé leurs ailes. Ils ne parlent plus comme ça parce qu'ils savent que là où l'affaire s'en va, où on va avec cette affaire-là, le Mali sort perdant de cette affaire. Et que la propagande ne peut rien résoudre quand ce n'est pas fondé sur la vérité. La propagande, elle peut être utile. Aujourd'hui, je prends un exemple en Côte d'Ivoire. Qui ne s'en souvient pas que le président Alassane Ouattara est en train de faire le prolongement de l'autoroute? Tout le monde sait. Qui ne sait pas que le président Alassane Ouattara est en train de construire un échangeur à Abobo? Tout le monde le sait. Et qui ne sait pas que le président Alassane Ouattara est en train de construire la tour F au plateau? Tout le monde le sait. Qui ne voit pas le 4e pont? Tout le monde voit. Qui ne voit pas le 5e pont? Tout le monde voit. Là, on peut prendre ces actions-là et à chaque fois, on communique sur ces actions. Ça aussi, ça fait partie de la propagande. Mais cette propagande-là, elle est objective parce que les faits sont là. Mais au Mali, c'est du virtuel qu'on nous présente et on nous fait croire que les faits sont physiques. Et voilà les cyberactivistes. Mais quand on fait cette propagande-là, après, on se rend compte que c'est un danger même. Comme on appelle à la junte malienne. Sékou Tounkara, vous le connaissez. Aujourd'hui, Sékou Tounkara, et comme il ne peut pas laisser le mot mercenaire, aujourd'hui, il est obligé d'employer ce terme-là pour essayer de dire oui, il faut qu'on demande à Assimi Goïta que les mercenaires qu'ils ont attrapés au Mali, là, il faut les libérer parce que c'est vrai, tu peux avoir raison, mais quand on te demande pardon, il faut laisser. Nous, on n'a pas dit à Sékou Tounkara de demander pardon à Assimi Goïta. On n'a pas dit. Il n'est pas le seul. Beaucoup de cyberactivistes se sont rendus compte que c'est une très grave erreur. Quand on nous fait croire que le Mali a acheté un avion qui peut faire Bamako-Nira en 2 minutes. Mais même pour une personne même qui n'est même pas allée à l'école, qui ne connaît même pas la vitesse d'un avion, ne peut jamais admettre ça et il ne peut jamais accepter ça. Mais ce sont des soi-disant intellectuels de partis politiques qui s'adonnent à ce jeu-là au Mali. Et moi, j'ai été très content de voir, un intellectuel malien qui s'est offusqué du fait que le monsieur s'est mis dans cette propagande-là et qui a dit, et le monsieur l'a recadré ses schémas pour lui dire non, attention, on peut faire la propagande, mais quand les faits sont vrais. Mais quand il dit que le Mali, l'avion que le Mali s'est acheté, peut faire en 2 minutes Bamako et New York. Mais toi-même là, quand tu le dis, est-ce qu'en réalité, c'est vrai? Nous sommes sur une chaîne de télévision, il faut faire très attention à tout ce que nous disons. Et le monsieur l'a fait, il a dit non, mais toi-même tu as reconnu que vous avez bâti votre stratégie sur la propagande. Toi-même tu l'as dit. Et le monsieur est resté là, confondu. Il ne pouvait plus rien dire. Et donc voilà l'inconvénient aujourd'hui. Aujourd'hui, les Maliens lucides ont commencé à comprendre la situation. Beaucoup se cadrent même de parler de cette situation. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est difficile. Et le mal aussi, dans nos pays africains, surtout un pays comme le Mali, où le taux d'analphabétisme est 70%, mais allez-y comprendre que ça sera difficile que le peuple puisse connaître la vérité. Aujourd'hui, le peuple est muselé. Le peuple est muselé et c'est quelques rares intellectuels qui étaient d'imprégner leur conscience sont menacés au Mali. Aujourd'hui, il est à Paris, il est en France, mais regardez ces analyses. Quand il faut décortiquer cette situation, mais honteuse, mais vous vous rendez compte que c'est une propagande mensongère. Aujourd'hui, Soro Guillaume, qui est le conseiller véritable d'Assimi Goïta, il est le conseiller politique, en même temps le conseiller militaire. Vous voyez? Et Soro Guillaume pense que, encourageant Assimi Goïta à maintenir en captivité nos militaires,
peut amener le président Alassane Ouattara à dire oui, je prends une amnistie pour lui, Soro Guillaume. Et je prends l'engagement de faire entrer Soro Guillaume. Et je prends l'engagement de ne plus poursuivre Soro Guillaume. Mais vous voyez, mais c'est très malsain. Et je dis même que c'est déployé et ça fait pitié. Soro Guillaume me fait pitié. Soro Guillaume me fait pitié. Parce qu'un individu comme ça, qui a échoué, qui a battu toutes ses stratégies, et comme on appelle toute sa vie, sur les armes. Et moi, j'ai bien aimé l'expression de Laurent Gbagbo, qui disait en ces termes, Soro Guillaume doit sa vie, son existence aux armes. Le jour qu'il n'aura plus ses armes, Soro Guillaume ne sera plus rien. Mais aujourd'hui, Soro Guillaume n'est plus rien. Soro Guillaume n'est plus rien. Et tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il est plus qu'enraciné. Je vous le dis honnêtement. Et cette situation, moi, je ne peux pas vous le cacher. Nous ne sommes pas dans la propagande mensongère. Nous, on dit les faits tels qu'on les voit. Le président Alassane Ouattara, moi, je ne peux pas dire à quelqu'un qui n'est pas touché par ce problème. Et ce problème-là l'a vraiment touché. Il faut dire ça aux gens. Parce que, quoi que tu sois, à partir du moment où toi-même tu es un être humain, tu ne peux pas mener toute ta vie sans qu'une situation ne t'ébranle. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il est ébranlé par ce problème. Il faut dire ça honnêtement aux gens. Mais ça ne veut pas dire que le président Alassane Ouattara est faible au point qu'il ne peut pas régler ce problème. Mais au contraire, c'est dans les difficultés qu'est né les hommes forts. Quand on dit un homme est fort là, c'est toujours dans les difficultés. Mais moi, je ne vous apprends rien. Quant au parcours du président Alassane Ouattara, moi, je n'ai rien à vous apprendre. Et vous-même, vous avez vu. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Mais il a toujours résisté. Au moment où on pense qu'il va tomber, à ce moment-là, il se relève. Mais quand il se relève, il devient encore plus chaud. Et pour ironiser un peu, moi, je peux dire le président Alassane Ouattara, il a comme du bon vin. Plus il vieillit, plus il devient bon. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. À son âge, les gens pensaient qu'il était affaibli, ils vont mêler tout pour le renverser. Mais nous, on est là. On est là. Et le président, il tient le bon bout. Il tient le bon bout. On ne va pas vous blaguer. Mais le président, il vit très mal cette situation. Parce que ce que les gens voulaient montrer aux gens, dans cette situation, les gens ont toujours œuvré pour montrer aux gens que le président Alassane Ouattara était putschiste. Le président Alassane Ouattara était faiseur de coups d'État. Il prend 49 soldats, il les met dans un avion pour aller renverser, comme on appelle, un président. Le président Alassane Ouattara, il a toujours dit, et il a été toujours clair, la Côte d'Ivoire ne servira jamais de base arrière pour renverser un pays. Encore moins un pays voisin, comme la Guinée, le Burkina et le Mali. Ou encore le Ghana. Parce que ce sont ces pays-là qui sont nos voisins immédiats. Le président Alassane Ouattara ne ferait jamais un tel truc. Mais quand tu es plus fort comme on appelle tes concurrents, tu deviens, comme on appelle l'homme à abattre. Et c'est toujours comme ça. Je prends l'exemple sur notre plateforme. Mais combien de fois on n'est pas attaqué ici? Combien de fois ils n'ont pas collé les délits sur nous? Mais nous avons résisté parce que nous sommes sur le chemin de la vérité. Et quand on sort dans ça, on devient encore plus fort, on devient encore plus aguerri. C'est ça l'homme. Et la vie est faite comme ça. Mais moi, je n'ai jamais vu un arbre qui est en brousse et qui a peur, comme on appelle, des problèmes. Mais si toi, tu as peur des problèmes, mais toi, tu deviens quoi? Il faut affronter les problèmes. Quand tu les affrontes là, tu as toujours la solution. Mais un problème vient sur toi, vient vers toi, et que tu fuis le problème, tu veux te placer. Mais tu attends et tu règles le problème une fois pour de bon. Le président Alassane Ouattara, il est serein. Il est serein. Aujourd'hui, il s'est retiré en France. Quand le président se retire dans sa résidence en France, mais tout le monde sait, même au niveau du RADP, ça tremble. Parce que quand il va là-bas, moi, ceux qui savent là, ils connaissent. Quand il revient là, c'est des décisions qui tombent. Quand il revient, c'est des décisions qui tombent. Suivez le cours des choses. Vous allez voir ce qui va venir. Suivez seulement le cours des choses.
Mais nous disons aux gens de rester sereins. Ne vous fiez pas sur la propagande de ces Maliens-là. Mais vous voyez, il y a une image qui circule sur Google où à occidental là-bas, où il y avait des armes qu'ils ont pris. Mais ces gars, ils ont pris ces armes-là, ils nous ont fait croire que c'est l'État malien qui a acheté ces armes-là. Mais vous voyez, à la vérité, moi je vous le dis honnêtement, le Mali n'est pas une armée. Et puis le Mali, tel que les gens pensent que le Mali est équipé, et le peu qu'on a fait sortir lors des indépendants là, ils ont commencé à trembler. Et c'est maintenant, ils vont aller prendre des images sur Google là pour venir nous impressionner avec ça. Mais tout le monde sait. Moi, je ne vais pas aller dans la propagande. Mais aujourd'hui là, notre armée là, moi je ne suis pas, comment on l'appelle, un expert de la sécurité. Mais ceux qui sont dans le domaine de la sécurité, ils connaissent la vérité. Aujourd'hui, notre armée, en termes, comment on appelle, en termes d'effectifs, en termes de qualité, comment on appelle, d'armement, la Côte d'Ivoire dépasse largement, on ne peut même pas les comparer. On ne peut pas les comparer. Donc, ils sont dans la propagande. La voie que le président Alassane Ouattara a choisi, le président même ne peut même pas qu'on arrive à l'affrontement. Parce que si on arrive à l'affrontement, mais le Mali a quoi à perdre? Vous allez me dire que le Mali a tout à perdre, c'est vrai. Mais le Mali, dans ce contexte, le Mali n'a rien à perdre, c'est la Côte d'Ivoire qui a beaucoup à perdre. Mais vous allez me dire pourquoi moi je dis ça. La Côte d'Ivoire a beaucoup à perdre. Regardez tout le beau travail du président. Regardez les édifices, regardez les ponts, regardez les routes, regardez les échangeurs, regardez les hôpitaux qui sortent. Mais une guerre là, même quand on mène la guerre, ça ne veut pas dire que le Mali va s'asseoir pour nous regarder. Le Mali va cibler nos édifices pour venir les bombarder. Mais qui va perdre? C'est la Côte d'Ivoire qui perd. Sinon, il y a quoi que notre armée va bombarder au Mali? Quand vous regardez le Mali qui est aujourd'hui, qui se limite seulement à Bamako et ses environs. Mais le Mali a quoi à perdre? C'est la Côte d'Ivoire qui a tout à perdre. Moi, je me dis honnêtement. Et donc, il y a d'autres solutions pour faire fléchir ces Maliens-là. Et c'est la voie que le président Alassane Ouattara a adoptée. Donc, soyons patients. Le problème va se régler. Et vous allez voir que, après nous-mêmes, on va venir s'asseoir pour dire vraiment, le président, il a toujours eu raison. Et moi, je me souviens, quand Laurent Gbagbo a pris son décret pour annoncer la dissolution de la CEI et du gouvernement, à l'époque, selon que était un premier ministre, c'était, je crois, en 2009, lorsque nous tendions vers les élections. Et Laurent Gbagbo, voyant qu'il allait perdre, il a collé un délit sur Mambé, qui était le président de la CEI à l'époque, en disant que Mambé avait reversé, comme on appelle, des personnes fictives sur la liste électorale. Et tout ça, c'était fait sciemment pour pouvoir casser la dynamique, en tout cas, pour aller aux élections. Laurent Gbagbo l'a fait, il a dissous et la CEI et le gouvernement. Mais nous, on a dit tout du président ici, mais le président a appelé au calme. Mais nous, avec notre force de militants, nous avons dit que le président, s'il ne peut pas, il n'a qu'à se retourner à New York. Nous, on n'a pas besoin de lui ici. Il n'a qu'à aller à Washington. Qu'est-ce que ça veut dire? On a tout dit, mais le président a eu raison. Mais nous, les Sérères, mais nous, on savait qu'il avait raison. Nous autres qui savons un peu comment les choses se passent. Mais le militant lambda, qui n'a aucune formation politique, qui ne voit que ce qu'il voit, mais qu'est-ce qu'il dira? Et tout on commence à dire que le président les déplaquait et il ne fait rien et les gens sont en train de les tuer. Le président a toujours appelé à l'apaisement. Il a toujours fait. Mais le président a eu raison. Est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas parti aux élections? On l'a poussé jusqu'à qu'elle est partie aux élections. Donc le président a toujours eu raison. Mais seulement que quand les choses se passent, le militant, lui, ne fait pas les choses où on va dire non, le militant, lui, fait que ça soit dans l'immédiat. Mais c'est ça aussi un militant. C'est ça aussi un militant. Mais au même moment, le vrai militant, ce n'est pas aussi celui qui pense que tout est beau. On l'a toujours dit ici. Un militant, c'est celui qui s'exprime sur des faits de son parti et qui analyse, qui dénonce, qui critique. Mais dans la critique, il apporte des solutions.
il donne, comme on appelle, il apporte ses solutions, il fait des propositions. Mais nous l'avons toujours fait sur la plateforme. Nous disons des choses, mais contrairement à certaines plateformes qui sont là, en train de dénoncer, en train de parler, mais aucune solution n'est proposée à la fin de la journée. Mais tout le monde nous connaît, et ça c'est notre marque. Nous on dénonce, on critique, mais n'en déplaise à nos détracteurs. N'en déplaise à nos détracteurs. Mais notre travail le démontre très bien que nous sommes sur la vérité et nous avons toujours œuvré pour que la stabilité et la paix règnent en Côte d'Ivoire. Nous l'avons fait. La preuve, vous allez trouver toutes les obédiences ethniques, politiques, religieuses sur notre plateforme. Il n'y a pas d'exclusion ici, on ne l'écrit pas. Donc c'est ça la Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas dire que quand quelque chose est mauvais au RIDP ou encore qui ne va pas dans le pays, que nous ne doit pas se prononcer, mais nous on n'est pas en dehors de la Côte d'Ivoire. Nous sommes d'abord des Ivoiriens avant d'être RHDP. Et je l'ai dit, nous n'avons qu'un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire brûle, c'est nous qui perdons. Ceux qui ont les doubles nationalités, eux aujourd'hui qui tirent les ficelles, de sorte que tout se casse en Côte d'Ivoire, afin qu'ils se retrouvent de l'autre côté de leur pays d'origine. Mais nous on a tout à faire, nous Ivoiriens là, nous on a tout à faire. Si la Côte d'Ivoire brûle là, nous on perd. Donc nous on œuvre pour que la paix soit là. Et c'est ce que nous faisons. Donc je crois que cette situation, il faut qu'on se calme, les choses vont rentrer à l'ordre. Moi je vous ai déjà donné quelques indices. Regardez bien l'atmosphère d'aujourd'hui. Quand les choses ont commencé, et aujourd'hui quand vous prenez un peu le pouls de la situation, vous vous rendez compte que nous on est sur le bon chemin et qu'aujourd'hui, Assimi Goïta et ses conseillers, aujourd'hui Assimi Goïta est en train de chercher des voies et moyens pour jeter la patate chaude qui est aujourd'hui dans sa main. Mais il le fait comment? Il a tellement crié que tout le monde l'a entendu. Mais il le fait comment? Assimi Goïta essaie d'augmenter les enchères pour toujours montrer aux gens qu'il a raison et que vraiment, il faut que quelque chose soit fait pour qu'il puisse libérer. Il cherche toujours des solutions. Mais nous, on est là, on les regarde. Mais un matin, vous allez entendre qu'Assimi Goïta a pris nos soldats là pour aller déposer dans un pays et dire à la Côte d'Ivoire d'aller les chercher. Vous avez vu? Il a suffi que Choguel Maïga tombe malade pour que les choses commencent à changer. Vous voyez? Moi, je vous ai toujours dit ici que tous les conseillers politiques d'Assimi Goïta sont les partisans de Choguel et de Soro Guillaume. Mais personne ne peut contester ça. Personne ne peut me dire le contraire. Aujourd'hui, quand Choguel Maïga pique une crise, il pique un AVC, aujourd'hui sa santé est mal en point. Et si Choguel Maïga revient, c'est sauf, il ne peut plus rien faire. Vous avez vu le cas d'Ali Bongo. Ali Bongo, même, ça sera encore plus mieux que Choguel Maïga, parce que Choguel Maïga n'a pas les moyens nécessaires comme Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo, lui, il est président, il a acheté sa santé, mais vous allez voir. Mais quelqu'un qu'on dit qu'il a travaillé et que c'est un repos d'une semaine. Mais est-ce qu'on a besoin de garder, de mettre quelqu'un comme intérimaire? On n'a pas besoin, il peut rester et puis gérer les affaires pour elle. On n'a pas besoin. Mais pourquoi vous mettez quelqu'un et vous l'envoyez en Turquie? On connaît la capacité des soins de la Turquie. On sait les Turcs sont très forts en médecine. Pourquoi vous l'envoyez là-bas? Vous ne pouvez pas l'envoyer à Moscou. Envoyez-le à Moscou. Aujourd'hui, c'est la Russie qui est aujourd'hui, comment on appelle, votre sauveur. Alors que Éclairé l'a déjà clairement dit ici, la Russie n'a jamais développé un pays. Dans l'histoire de la Russie, on a étudié, comme on appelle, tous ces pays-là. La Russie n'a jamais développé un pays. La Russie développe des relations de vente d'armes. Et tout le monde le sait. Ce sont les intérêts qui font la Russie. Si la Russie sait que là-bas, ils peuvent vendre des armes, alors il faut tisser ces relations avec vous. Mais n'attendez pas que la Russie vienne développer le pays pour vous. La Russie même veut piller vos ressources. Mais contrairement à part la France au moins fait. La France au moins fait. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et donc aujourd'hui, le Mali est très mal en point. Et j'ai dit une chose ici, et j'ai pris le cas de la Somalie, où il n'y avait même plus d'institutions financières
tout avait été délocalisé en Nairobi. Mais le Mali, là, asseyez-vous et regardez. Soit les institutions du Mali vont se trouver en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qu'ils ont détestée là, qu'ils sont en train de vilipender, insulter. Vous allez voir. Les choses n'ont pas commencé à se dégrader au Mali. L'indice de la sécurité le démontre très clairement. Quand vous prenez le nord, il y a 60% du territoire, mais l'administration n'existe presque plus. Il n'y a plus d'administration. C'est comme on dit, c'est le sud du Mali qui aujourd'hui est le Mali. En venant vers la Côte d'Ivoire, les citations et autres là, c'est tout. Sinon, il n'y a plus rien. Éclairez si vous avez quelque chose à ajouter. Cher frère, je n'ai pratiquement pas grand chose à ajouter, puisqu'il y a Sundiata qui se signale aussi. Et ce que j'allais ajouter simplement, c'est de dire aux Maliens de travailler un peu avec leur esprit, c'est-à-dire le bon sens. Je vais prendre un exemple simple pour que tout le monde comprenne. Actuellement, le Mali, on sait que le Mali est incapable de vaincre les djihadistes. On ne peut pas les accuser, puisqu'on a vu même les États-Unis fuir les talibans en Afghanistan. On a vu la Russie même fuir aussi ce même Afghanistan, et j'en passe. Mais, dans le cas particulier du Mali qui est très condamné à faire ce combat-là, il y a des États qui offrent leurs services pour aider le Mali. Très bonne chose. Maintenant, les États qui offrent leurs services là, si la Côte d'Ivoire fait partie de ces États, et tout le monde sait que c'est une vérité, est-ce que ces États qui sont partis là vont parce qu'ils ont une supériorité militaire et une supériorité en armement plus que l'armée du Mali et les djihadistes même? Oui. Ou bien est-ce qu'ils vont parce qu'ils ont les mêmes armes que l'armée du Mali ou bien moins que l'armée du Mali? Non. Quand tu vois un contingent allemand, tant français, ivoirien qui est au Mali pour dire qu'ils sont venus maintenir la paix là, c'est les 180 et quelques pays de l'ONU qui s'asseyent et disent, bon, il y a quelle armée qui est stable là? Il y a quelle armée qui répond aux moyens militaires du moment? Donc, on prend toujours les armées qui ont un moyen militaire supérieur au pays qu'ils vont aider. C'est comme ça qu'on peut imposer la paix. Donc, ça seulement là, même si tu réfléchis simplement comme ça là, tous les pays que vous voyez actuellement qui sont dans la MINUSMA là, c'est parce que leur armée est plus forte que l'armée du Mali. C'est parce que leurs armements sont plus puissants que les armements de la MINUSMA. Et donc, on ne peut pas prendre quelqu'un qui est faible pour protéger quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui est fort, un pays fort avec une armée forte comme la Côte d'Ivoire pour protéger un pays faible avec une armée faible comme l'armée du Mali. Donc, ceux qui se trompent, arrêtez de vous tromper. Voilà la vérité qui est là. On ne peut pas aller prendre quelqu'un qui est faible pour protéger quelqu'un qui est faible. C'est ce que j'allais ajouter. Voilà. Ok, je vais terminer avec le dernier point qui n'est pas assez long. Je voulais lancer un appel à nos cadres du RAGP de vraiment aider les cyberactivistes. Je suis un cyber militant, mais je n'en ai pas besoin. Je parle pour les vrais cyberactivistes qui mènent le combat, en tout cas pour essayer de faire en sorte que le RAGP d'apporter leurs contributions constructives au RAGP et puis aider le président de vraiment mettre les moyens à la disposition de ces cyberactivistes-là. Parce qu'aujourd'hui, la situation du Mali nous a permis de comprendre que la communication est une arme fatale. La communication, quand elle est bien faite, elle est bénéfique. On nous dit que c'est le quatrième pouvoir. Mais quand tu essaies d'analyser de communication, tu te rends compte que c'est le premier pouvoir. Parce qu'avant de poser une action, quand tu communiques d'abord, pourquoi on ne se lève pas comme ça pour aller faire une action? On dit, bon, communiquer sur l'action avant même à la disposition des cyberactivistes. Aujourd'hui, bien que selon eux-mêmes, c'est qu'ils sont dans le mensonge, puisque ça après ça, ils les payent. Mais les cyberactivistes du RAGP, qui sont là, qui montrent la réalité du travail du président Alassane Ouattara. Mais faites quelque chose pour ces cyberactivistes. Ces cyberactivistes ne doivent même plus être, comme on l'appelle, à la merci des gens qui vont venir les acheter. Et je pense que Sundiata avait fait une communication à l'époque sur cette affaire. Elle a dit comme ça qu'il fallait trouver du boulot à ces cyber militants qui sont au quotidien, un jour et nuit,
en train de travailler, en train de polir l'image du président, en train de polir l'image du RADP, en train de montrer les réalisations du président Alassane Ouattara. Donc il faut trouver quelque chose, en tout cas pour donner les moyens pour qu'ils puissent continuer le travail. Nous, on le fait déjà. On n'a pas besoin de ça. Moi, je le dis honnêtement, on n'a pas besoin de ça. Mais d'autres ont besoin de ça. Il est vrai qu'il a donné au moins peut-être une connexion, peut-être chaque fin de mois, il a donné la connexion pour qu'ils puissent travailler. Ça, c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Mais quand vous regardez, il y a beaucoup de activistes RADP qui ne sont plus aujourd'hui sur la toile. Ils ont baissé la date. Quand tu te tues, c'est vrai, tu le fais, mais tu te tues, mais en retour, il n'y a pas de reconnaissance. Et la seule chose même que toi, tu gagnes dedans, c'est encore la jalousie, et l'ingratitude et les injures. Et puis là, moi, je ne t'apprends rien. Nous, on était victimes. Tous les jours, on nous insulte ici. Mais nous, on n'a jamais demandé de faire un cadre. Je le dis à qui veut l'entendre. Je le dis à qui veut l'entendre. S'il y a un seul cadre du RADP, moi, je lève ma main droite. Je dis s'il y a bien un seul cadre du RADP qui a donné de l'argent, je dis qui a donné de l'argent à un élève de la classe éclairée pro-vérité, que ce cadre-là se signale. Je lui dis, moi, cadre du RADP, j'ai donné de l'argent à tel élève de la classe éclairée pro-vérité, à tel heure, et voilà celui qui était mon témoin. Moi, je lance un défi à tous les cadres de se signaler. C'est moi qui ai parlé, le roi du printemps. C'est moi qui ai parlé. Je lance le défi à tous les cadres. Et même les autres cyberactivistes qui pensent que nous, on nous a donné de l'argent. Allez-y mener des enquêtes auprès de ces cadres-là. S'ils nous ont donné de l'argent pour venir parler. Mais nous, on ne va jamais s'associer à ça. Nous, quand nous venons ici, là, on n'a pas demandé à un cadre de nous donner de l'argent pour venir faire le combat. Mais nous, on n'a pas dit que si on nous donne, on va refuser. Nous, on n'a pas dit ça. Mais nous, on dit que nous, on ne demande pas. Mais s'il y a un cadre qui nous a donné l'argent, on n'a qu'à venir parler. Les cadres qui ont donné l'argent, là, nous, on connaît. Quand ça sur la elle vient dire qu'ils ont donné l'argent à telle personne, non. Mais pourquoi depuis la nous est là, ils n'ont jamais dit qu'ils nous ont donné l'argent. Donc, je voulais terminer par ça pour dire qu'il faut vraiment prendre les titres activistes en compte. Et Claire, j'allais saluer la présence de l'aîné, Amadou Kiki. Et je lui dis bonsoir et je lui dis merci beaucoup. Vieux Senfo Gawa. Il faut lui dire que voilà. Moi j'ai dit Vieux Senfo Gawa. Voilà. Attention à toi. Je dis si il est fâché. Amadou Kiki là, moi je dis Vieux Senfo Gawa. Voilà. Non, c'est que là, moi j'ai fini de parler émission, on parle plus de l'émission. Par contre, signataire là, on va laisser signataire. Si le c'était un collègue qui allait venir parler, ou encore un abron, un flambeau, un lobby, ou encore un Okineka, moi j'allais dire que l'émission, il n'y a plus d'émission. Terminé. Mais comme c'est Sundiata, il va venir fermer la bouche et on ne parle plus rien. Après Sundiata, je ne vais plus voir prendre quelqu'un d'autre. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de problème. Mais chef, avant de te laisser partir, tu as dit quelque chose qui est extrêmement important. Oui. Et quand tu parles, il faut bien parler. C'est ça. Je jure devant Dieu. Si moi j'ai dit, tout le monde a besoin d'aide, hein, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Moi, mon salaire d'un jour là, ici, grâce à Dieu, là, c'est le salaire même de certains fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Je dis, quand je vais travailler 8 heures en une journée, c'est le salaire de certains fonctionnaires. Koudoumare, c'est témoin. Quand il m'a dit le salaire des fonctionnaires, j'ai dit, hein? Mais c'est ça. Mais on est dans un parti politique. Donc, ce que je vais dire là, ça n'engage que moi. Que comme tu l'as dit, les cyberactivistes RHDP ont besoin d'aide. Mais je tiens à bien le clarifier. Moi, si on doit mettre les gens qui ont besoin de ces aides-là, moi, éclaireur pro-vérité, ils n'ont qu'à m'enlever dedans. Moi, je n'en ai pas besoin. Pourquoi je n'en ai pas besoin? La capacité de combativité et de militantisme de chacun, c'est chacun qui connaît les raisons qui font qu'il est militant. Mais quand je regarde aujourd'hui, je peux même prendre le risque de dire que les cyberactivistes qui sont en Occident, on peut exclure beaucoup. Mais nos frères qui sont à Abidjan, parce que moi je suis derrière un écran aux États-Unis, je parle. Oui. Mais si c'est chaud là, moi je suis aux frères ici. Mais et nos frères qui prennent l'argent de leur transport pour mettre dans connexion. Les mêmes cyberactivistes que nous combattent là, c'est pour vous on est en train de parler.
Je sais les conditions, c'est la pauvreté extrême qui fait ça. Vous aimez quelque chose, malheureusement le parti ne vous donne pas l'occasion de pouvoir l'exprimer et vous êtes obligé de tomber dans l'indignité en cherchant à avoir quelque chose. Il faut que cela cesse. J'en appelle aux communicants, à ceux qui ont la communication du RHDP. Si vous voulez prendre des gens, donnez-leur ne serait-ce que la communication. Pas plus. Donnez-leur leur communication. Vous allez voir de quoi les cyberactivistes RHDP sont capables. Mais quand on doit compter la connexion sur le bout du doigt, moi je connais, moi je n'ai pas de problème. Mais quand j'étais à Abidjan, la connexion me revenait, je crois, à 25 000 francs par mois. Mais 25 000 là, c'est pas déjà 2 sacs de riz. Oh oui. Toi, tu n'as rien, toi tu vas aller payer 2 sacs de riz parce que tu aimes trop Alassane Ouattara, pardon, c'est toi qui as maudit dans ton corps, toi tu vas venir parler puis avoir faim. C'est pas comme ça. Et donc là, les dirigeants du RHDP, là, il faut qu'on vous dise la vérité. À un certain moment, vous êtes méchants. Et vous n'aidez pas vous-même le parti. D'autres, avec vos argents volés pour certains là, vous pouvez prendre dedans là, pour payer connexion pour donner aux gens. Plutôt que de leur donner 10 000, 15 000, 20 000. S'il vous plaît. Donnez ne serait-ce que la connexion aux militants pour qui vous ne me mettez pas dedans. Je n'ai pas besoin d'argent de quelqu'un. Donnez à ceux qui demandent l'argent là, donnez-les. Donnez-leur pardon. Et puis on va voir s'ils pourront communiquer ou pas. Ça aussi, il faut le reconnaître. Et ne soumettez pas vos militants à la misère au point de les déculotter pour qu'ils viennent faire tomber dans l'indignité. C'est pas bon. Dieu merci. Moi, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas dit que je suis riche, je suis milliardaire. Mais si moi, je me mets devant, je dis pour dire, donnez-moi ma prix de connexion, mais donnez-moi transport, ça c'est une malédiction que j'attire sur moi-même. Il faut que le RHDP quitte dans les a priori. Regarde le problème du Mali là. Si tout le monde était tué pour regarder, c'était un piège, c'est ça qu'on appelle le piège du silence. Si on se taisait pour regarder là, quand ils ont commencé à insulter Alassane Ouattara, à insulter les Ivoiriens, non? Mais aujourd'hui, ce n'est pas ces mêmes-là qui se sont déclotés pour dire qu'ils ne veulent plus qu'on insulte les Ivoiriens, qu'ils ne veulent plus que c'est comme ci, comme ça. Mais qui a fait ça? C'est ça. C'est ceux qui sont sur la toile ici. C'est les gens qui sont sur la toile ici qui ont fait ça. Qui a fait que leur truc là n'a pas eu lieu, le conseil de la honte? C'est sur la toile. Il faut que ce gouvernement-là se rende compte de la puissance des réseaux sociaux. Et toutes les formes de communication peuvent être bonnes. Mais ne soumettez pas vos communicants à la disette, à la misère, au point qu'ils vendent leur dignité. Il y a beaucoup qui mènent ce combat-là. Ils ont le cœur meurtri. Ils le font par amour. Mais l'extrême pauvreté fait qu'ils sont souvent obligés de devenir malhonnêtes dans le parcours. Essayer de sauver leur dignité en leur apportant ne serait-ce que leur connexion. Travail là encore, ils vont dire c'est difficile. Mais connexion là, si tu as donné connexion à quelqu'un là, maintenant tu vas le juger sur la qualité de son travail. C'est vrai, on me dira, mais est-ce qu'on force quelqu'un à venir le faire? On ne force pas quelqu'un. Mais quelqu'un qui se tue pour toi là, il y a ce qu'on appelle le bon sens et la prise de conscience. À un moment, il faut reconnaître ce que l'autre aussi a fait. Les cyber-militants RHDP ont fait beaucoup. Mais ce qui tue la communication du RHDP, c'est que beaucoup parmi les cadres font semblant d'ignorer même cette communication-là, mais quand ça les arrange, ils le font. Et j'aurais souhaité que cela vienne même du parti lui-même, pour ne pas que certains disent, parce qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée au sein du parti, où aucun cybercommunicant ne doit parler au nom d'un cadre. C'est ça. Et donc, il ne faudrait pas que les gens viennent profiter de ça pour reprendre les mêmes mauvaises habitudes. Donc là, si ça doit venir là, que ça vienne de la direction de communication même du RHDP. Maintenant, moi, je ne peux pas être dedans. Parce que moi, là, je n'ai même pas envie que quelqu'un même me connaisse. Je n'ai même pas envie que quelqu'un prenne. Mais je ne vais jamais donner mon nom à quelqu'un et je n'en ai pas besoin aussi. Ça. Voilà, ça, c'est ce que j'allais ajouter avant de te dire merci. Ok, vraiment, merci beaucoup. Donc, pour terminer, j'ai salué Aziz Fofana et puis Zach Touré et puis Karas Ouattara, Zena Kone et puis comment il s'appelle là? Saluer Ousmane Traoré. Et puis je termine pour saluer Zana Ridwan et puis Kogno Kounet. Merci et puis je crois Zana Kambé et puis c'est tout. Merci beaucoup. Donc il y a un élève même, il y a un cyberactiviste, il y a quelqu'un même qui m'a écrit en inbox qui dit
et lui voit mon boulot, que moi je fais du bon boulot, mais lui souhaiterait que moi je m'ajoute à eux pour mener les actions pour faire la promotion des actions du ministre Amadou Koné. Et je l'ai dit, moi je faisais quelques actions puisque le ministre du Transport, je faisais des actions quand il fait un travail, mais à partir du moment où tu m'as dit de faire ça, je ne fais plus la promotion, même s'il fait un truc dans le gouvernement, je ne fais plus de ses postes. Je lui ai dit, je ne suis pas une personne à vendre et je ne suis pas quelqu'un à qui on doit montrer la route, ce que toi tu dois faire. Et je lui ai dit ça en une bonne, je lui ai dit, je ne ferai plus jamais ça. Et il n'a pas arrêté de m'écrire, je dis, pas un objet à vendre, moi on ne me manipule pas. Moi je l'ai toujours dit ici sur la plateforme. Une personne censée qui a une cervelle ne doit même pas se laisser manipuler. Tu ne peux pas laisser ta vie à quelqu'un manipuler comme si c'était un bracelet. Et je lui ai dit plus jamais, il va me dire ça. Je pense que le message est passé. Moi, je suis libre de faire la promotion parce que c'est un membre du gouvernement, mais ne viens pas me dire il faut faire la promotion du ministre Amadou Koné. Moi, je n'en ai rien à foutre. Il a la même chose que les autres. Au lieu de faire ça, moi, je préfère faire la promotion du président, puisque ce sont les employés du président. Je leur dis de plus jamais le faire. Je pense que le message est passé. Dieu merci. Merci. Et comme on le dit merci beaucoup. Et comme on le dit toujours, tant que nous avons notre chef qui s'appelle Alassane Ouattara, nous là, c'est Alassane Ouattara seul on fait la promotion. Tout le reste là, nous on s'en fout. Voilà. Donc merci beaucoup. Ils peuvent aller continuer. C'est leur problème. Mais nous, c'est Alassane Ouattara seul on connaît. Merci beaucoup, chef frère. Merci.